Une autre semaine, un autre challenge. C'est un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs, sur votre émission Le Débat. Bienvenue à vous. Et cette semaine, nous parlerons de la corruption en milieu parlementaire. Et comme invité, Jean-Claude Dossa, il est le président du réseau des jeunes leaders pour l'intégrité. Monsieur Dossa, bienvenue. Madame Glago, bonjour. Glago. Madame Glago, bonjour. Merci. Monsieur Jacques Aguiararo, lui, il est sociologue. Bienvenue également à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Corruption en milieu parlementaire, quelles sont les causes et les conséquences? C'est à cette interrogation que nous allons répondre au cours de cette émission, Le Débat. Chers invités, est-ce que vous pensez qu'il y a corruption à l'Assemblée nationale du Bénin, monsieur Dossa? Madame la journaliste, je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus. Lorsqu'on est au parfum de ce qui a été dit il y a quelques jours par l'une des éminentes personnalités politiques de notre pays, je pense que cette question a trouvé d'elle-même sa réponse. Et ce n'est pas la première fois que des membres du Parlement eux-mêmes disent ouvertement aux yeux de tous qu'il y a des actes de corruption au sein de notre Parlement. Donc à cette question, ma réponse est affirmative pour dire que notre Parlement est un Parlement dans lequel nous retrouvons forcément des traces de corruption. Monsieur le sociologue, monsieur Jacques Aguiararo. Bon, malheureusement, je dois prendre beaucoup de distance par rapport à l'affirmation parce que là, telle que la question est posée, c'est comme si nous avions sur table un verdict d'une instance juridique qui a fait ses investigations et qui a tiré la conclusion sur des actes de corruption. Jusque-là, on n'a pas une telle... Non, justement, je comprends bien votre question, mais répondre suppose que j'ai des éléments qui m'autorisent à tirer une conclusion qu'il y a effectivement des actes. Mais je dirais plutôt qu'il y a des discours qui tendent, ou bien il y a des discours qui projettent l'évidence des pratiques corruptives au niveau de notre Assemblée. Oui, il y a des discours là-dessus. Oui, il y a des pratiques qui sont décriées. Oui, il y a des tendances qui sont soulevées. Mais non, il n'y a pas encore une conclusion sur un acte de corruption. C'est le scientifique qui parle. L'autre question que j'aimerais savoir, peut-on dire aujourd'hui, au vu de cette déclaration-là, en attendant peut-être que les faits ne soient avérés, que les élus du peuple sont corrompus? Non, je ne vais pas m'aventurer sur cette conclusion. On dit qu'on a des élus corrompus. Je ne dirais pas non plus qu'on a une assemblée corrompue. Je respecte beaucoup l'Assemblée nationale du Bénin. Dans tous les cas, tirer une telle conclusion, c'est aller vite. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est dire que le système bénin, tel qu'il est organisé, tel que nos institutions sont organisées, tel que la vie publique est structurée, tel que les procédures sont structurées, organisées, il y a de fortes chances de développer des tendances à la corruption. Je sais encore une fois que les procédures parlementaires, comme ça se passe ailleurs, dans notre pays, ont été construites, ont été organisées de sorte qu'il y a des sorties, il y a des fissures, il y a des poches possible de faire vivre de la corruption au niveau du Parlement. Donc je dirais que notre Parlement n'est pas organisé de sorte qu'il puisse éviter les pratiques corruptogènes. Mais je ne dirais pas du coup qu'on a un Parlement corrompu. Pas du tout. Je ne le dis pas non plus, je veux juste savoir si c'est le cas. Est-ce que vous pensez, monsieur Dossa, que en tant que président du réseau des jeunes pour l'intégrité, les déclarations dont vous avez fait cas tout à l'heure ne portent pas atteinte à l'intégrité du Bénin? Mais bien sûr, de telles déclarations faussement ont des répercussions négatives sur l'image de marque qui a longtemps été celle du Bénin, depuis notamment la conférence nationale de février 90. Je dirais, alors que j'ai le même respect pour notre institution parlementaire, que nous avons des élus, nous avons des parlementaires corrompus chez nous. Je pense que je l'affirme, tout au moins la personne dont nous parlons, qui a eu à énoncer des cas de corruption, a dit qu'elle-même avait été corrompue. Je pars de ce principe-là pour dire qu'au moins sur les 83, il y a au moins un élu qui estime donc qu'elle a été approchée, elle a été corrompue. Elle a indexé d'autres, mais elle également
a fait cas de sa situation. Donc, sur les 83, permettez-moi au moins de dire qu'il y a un corrompu. Donc, partant de ce constat, partant de cette déclaration, je pense, en tout cas nous pensons au niveau du réseau des jeunes leaders pour l'intégrité, que nous avons un certain nombre d'élus corrompus. Pas seulement à l'Assemblée nationale. Dans nos collectivités locales, au niveau de l'exécutif, nous en avons abondamment. Si vous remontez un peu dans le temps, les 5 dernières années nous ont montré qu'au Bénin, il est pratiquement impossible de poursuivre des élus soupçonnés de corruption. Mais je vous le dis, la corruption, c'est un combat de longue haleine. La corruption se révèle d'elle-même, tôt ou tard. Vous prendrez le cas de M. Cahuzac en France. Vous verrez la fraude qui est donc une infraction connexe de la corruption a permis, il a été reconnu coupable de fraude après une vingtaine d'années. Donc nous gardons l'espoir, nous autres, que ceux aujourd'hui qui s'adonnent à de telles pratiques, qui sont aujourd'hui encore cachés, mais qui dans le temps vont se révéler, comme le Bénin est en train de vouloir se révéler, je pense que ceux-là peuvent gagner du temps aujourd'hui, mais finiront par être identifiés. Donc sans vouloir jeter de l'anathème sur notre Parlement, il est recommandé, sinon il serait réaliste tout au moins, de reconnaître qu'au sein de notre institution parlementaire, il y en a qui ne font pas preuve d'intégrité. Oui, mais depuis que cette déclaration a fusé à l'Assemblée nationale, on a vu des députés réagir. On a même vu dire que l'autorité nationale de lutte contre la corruption allait s'auto-saisir pour voir dans quelle mesure éclaircir cette affaire-là. Mais je vois devant vous un document d'évaluation sur le système national d'intégrité. Je suis sûre que vous avez déjà lu. Est-ce à dire que dans ce document-là, il est avéré qu'il y a des poches de corruption, puisque nous parlons aujourd'hui de l'Assemblée nationale? Oui, le document dont vous parlez, c'est le rapport qui a été fait à l'issue de l'évaluation du système national d'intégrité que nous appelons globalement SNI, donc le SNI du Bénin, qui a permis d'évaluer un certain nombre d'institutions, dont le Parlement. Dans ce rapport, il est dit clairement que le Parlement fait preuve à un taux d'intégrité assez modéré. Donc sur 100, c'est pratiquement 44 la note qui a été attribuée à notre Parlement. Il est révélé sur la base de deux constats, deux principaux constats. En l'occurrence, le fait que durant ces 5 dernières années, toutes les tentatives pour lever l'immunité des députés ont échoué. Et l'autre constat, que pratiquement les 3 quarts les députés ne font pas leur déclaration de patrimoine, qui est une exigence légale. Donc, nos députés ne déclarent pas leur patrimoine. Ce sont des indicateurs de ce que notre Parlement n'est pas transparent. Donc, il ressort clairement de ce document, donc de cette évaluation, que le Parlement béninois n'est pas une institution assez transparente. Elle est chargée, voyez-vous, de voter, de légiférer, donc de voter les lois pour lutter contre la corruption. Mais en même temps, elle est l'une des institutions les moins transparentes. Ça pose un problème. Lorsqu'on sait que le Parlement a également pour mission de contrôler l'action du gouvernement. De faire le contrôle de l'action gouvernementale. Si cette institution en charge de contrôler elle-même a des choses à se reprocher, voyez-vous, nous ne sommes pas certains qu'elle puisse être efficace dans le contrôle de l'exécutif par rapport à tout ce qui est lié à l'intégrité. Monsieur Jacques Aguiraro, vous êtes sociologue, vous étudiez les faits sociaux. Qu'est-ce qui pourrait amener de la corruption à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup. Je crois que avant même d'être une institution républicaine qui devrait fonctionner sur la base d'une culture administrative, d'une culture politique et portée par les dispositions légales, les dispositions administratives, les dispositions républicaines, c'est que l'Assemblée nationale est constituée d'individus vivant dans la société, émanant de la société, qui ont grandi dans la société, qui ont connu une certaine socialisation dans la société avant d'entrer vraiment dans le Parlement. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est d'abord, est-ce que le Parlement a vocation à resocialiser les individus tels qu'il est? Répondez-vous à votre question. En d'autres termes, est-ce que le député, et parce qu'il est devenu député, il est le contraire de ce qu'il était? Donc, cette question, c'est vrai, il est difficile d'être absolu dedans, mais je dis encore une fois que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça veut dire quoi? Que l'environnement incitatif
à ce qu'il est convenu d'appeler corruption n'est peut-être pas dans l'Assemblée, mais peut-être dans la société elle-même. Deuxième chose, c'est peut-être que l'Assemblée nationale telle qu'elle fonctionne ne parvient pas encore à reconfigurer, à reformater les individus qui deviennent un jour honorables députés à l'Assemblée nationale. Donc, dire ici, qu'est-ce qui emmène les gens à devenir, à être portés vers les actes de corruption à l'Assemblée, c'est d'abord demander est-ce que l'Assemblée arrive à transformer un individu une fois qu'il est devenu député. Est-ce que l'acte, est-ce que le passage d'un individu ordinaire à un individu député signe aussi une certaine rééducation, une certaine reconfiguration de l'être. Deuxième chose, il faut faire, lorsqu'on aurait vidé ce débat-là, il faut interroger d'abord alors l'individu qui aspire à la vie politique. Généralement, est-ce que ceux qui font la migration, le passage vers des postes, des statuts, des profils considérés comme des profils d'honorables au sein de notre société, est-ce que c'est des gens qui ont fait un parcours pour venir là? Est-ce que c'est... Ça peut avoir une incidence. Ça suppose quoi? Que avant de venir à un certain nombre de postes de responsabilité, il y a des trajectoires qui vont avec. Et c'est au niveau de cette trajectoire que l'éducation prend l'allure de là où tu veux atterrir, là où tu veux. Donc ça veut dire quoi? Si je veux devenir prêtre, si je veux devenir pasteur, il y a un passage, il y a un cheminement de vie que je fais. Et dans ce cheminement-là, il y a ce qu'on peut tenter d'appeler des rites de désintégration, de réintégration. Ça veut dire quoi? Que votre personne ordinaire connaît une série d'initiations, une série de pratiques initiatique destinée à changer l'être de départ et à vous mettre dans une position d'un nouvel être, d'une nouvelle naissance. Donc, il faut faire tout ce chemin-là pour qu'on puisse dire que, attention, le jour où on lui ouvre la porte de l'Assemblée, on a réussi à reconfigurer. Mais est-ce que vous pensez que toujours nos députés vous voyez un petit peu comment on devient politique dans notre pays, comment on devient il aurait fallu qu'il y ait une animation de la vie politique d'abord. Il y aurait qu'il y ait une éducation à la vie politique d'abord. Il aurait qu'il y ait une certaine forme d'assainissement des pratiques internes il y aurait que chaque parti politique ait un code de déontologie et d'éthique. Il aurait fallu avoir des critères d'éligibilité centrés sur la moralité, sur l'intégrité d'abord, avant même que la personne n'atterrisse à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas évident qu'aujourd'hui, ce à quoi nous observons, c'est le peuple qui construit ces critères de choix. Mais à l'intérieur des partis, ce n'est pas évident que ces variables prennent le pas sur les autres variables qui est que avoir les moyens, avoir de la célébrité, avoir les possibilités de réunir un certain nombre de personnes. Donc, voilà un peu là où on peut retrouver un petit peu les causes qui font qu'il n'est pas évident que du jour au lendemain, parce qu'il est devenu député à l'Assemblée, il soit systématiquement exempt de toute tentative liée à la corruption. Maintenant, pour finir là-dessus, la corruption au Bénin ne saurait, à mon avis, là, je parle en sociologue, ne saurait, à mon avis, être étudiée comme un phénomène aussi caricaturisé tel que nous voyons. Nous avons dans nos sociétés un certain nombre de pratiques, un certain nombre de formes de sociabilité, un certain nombre Mais cela peut-il tout justifier? Ça ne justifie pas, mais ça rentre dans les éléments connexes à la corruption. Ça, c'est un élément fort qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, le virage est compliqué. Le fils de tel, l'enfant de telle localité. Une certaine forme de réciprocité, le don, le contre-don, l'obligation de rendre à quelqu'un qui m'a donné, l'obligation de reconnaître à quelqu'un qui m'a fait ci ou ci, l'obligation d'échange. Mais après ça, il faut voir comment les procédures sont caduques, structurées, fermées, complexes, de sorte qu'on ne peut pas aller au bout si on n'ouvre pas une porte corruptogène. Donc, ça dépend de comment on organise le système. Est-ce que le système n'est pas organisé pour produire ou bien même pour façonner le non corrompu en corrompu? Ça veut dire qu'on peut venir à l'Assemblée, on peut venir dans une institution de ce pays-là avec une forme d'intégrité absolue. Mais que le dispositif structurel, organisationnel, les pratiques, les contingences... Un peu comme l'a dit cet auteur-là, l'homme n'est bon. Et c'est la société qui le corrompt. Dans une certaine mesure. Donc, le dispositif en lui-même peut être incitatif. C'est pourquoi certains se disent que pour comprendre la corruption, il faut comprendre comment les sociétés fonctionnent. Et non forcément s'attacher aux individus. Est-ce que le système est assez fort pour éviter
et des questions de compte. Donc, moins l'intégrité de l'individu que l'intégrité du dispositif lui-même. On va pas dédouaner, on va pas se dédouaner puisque on est dans une société. Certes, il y a des structurations, mais est-ce parce que je viens d'une famille que je suis redevable, que j'ai le devoir de reconnaissance, qu'à un moment donné, je ne devrais pas penser à ma dignité, à la dignité du pays, à l'intégrité de mon pays? Non, pas du tout. Je pense qu'il est vrai que dans nos sociétés, il y a des choses qu'on peut soulever comme étant des facteurs pouvant conduire à la corruption. Mais je dis qu'avec la loi. Moi, je ne crois pas fondamentalement... Enfin, vous avez rappelé, c'est les députés qui ont voté la loi sur la corruption. Je ne crois pas fondamentalement que nos sociétés soient pires que celles dans lesquelles il y a de bonnes pratiques. Nos sociétés ont les mêmes valeurs. Ce sont des sociétés également qui poursuivent des valeurs d'intégrité, qui veulent également... Ne pas salir le nom de sa famille. Voilà, donc il y a l'effritement d'un certain nombre de valeurs qui conduisent donc à ce que nous voyons aujourd'hui. Je pense que c'est vrai. Les causes, on peut citer l'éducation de base, l'environnement dans lequel on a évolué, mais également, nous sommes dans une société capitaliste dans laquelle... La paille effrénée du gain. Voilà, donc il y a de tels facteurs. Bien sûr, l'environnement, l'Assemblée, comme le dit le sociologue, voilà, l'environnement institutionnel peut conduire effectivement à devenir ce qu'on n'était pas, comme pourrait conduire à je pense que se départir de ce qu'on était pour devenir meilleur. Nous voulons faire le sens inverse. Nous ne voulons pas que des gens bons deviennent mauvais à l'Assemblée. Nous voulons éventuellement, s'il y avait des gens qui étaient mauvais, que l'Assemblée puisse... Les lois ont vocation également à éduquer. Les lois ont vocation à améliorer les sociétés. Donc si nous appliquons effectivement les lois que nous donnons, nous pensons qu'il est possible de faire reculer véritablement la corruption dans nos sociétés. Si nous continuons à trouver des excuses pour des actes sur la base de nos sociétés, je pense que nous continuerons à parler de corruption pendant longtemps. Voyez-vous, il y a encore quelques années, dans nos sociétés, il y avait le lévirat qui était toléré. Il y avait le mariage forcé qu'on considérait comme des faits culturels. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce sont des faits culturels qui aliènent. Voilà. Donc, si on se rend compte de cela, on met en œuvre la décision. Voilà. Donc, je pense que c'est parce que nous n'avons pas encore véritablement décidé de nous départir de toutes ces pratiques qui nous arrièrent que notre société continue à être gangrénée. Aujourd'hui, le rapport qui est devant moi le dit clairement, au Bénin, la corruption est banalisée. La corruption est devenue systémique. C'est-à-dire c'est tout le système lui-même qui tolère... C'est devenu une chose normale. Voilà, donc il y a ces considérations qui montrent que nous devons, à toutes les échelles où nous nous trouvons, prendre conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre génération, mais également des générations à venir. Quand on sait que les propos précèdent la pensée, on a entendu des députés dire qu'ils n'ont jamais été achetés, qu'il n'y a pas eu achat de conscience, qu'on les a appelés. Est-ce à dire qu'à un moment donné, il y a même de la méfiance déjà au sein des députés pour qu'on en arrive à de telles déclarations? Oh, mais bien sûr, je pense que il y a certains, comme dans un groupe, c'est toujours le cas, il y a certains qui sont plus prudents que d'autres. Il y a des députés qui, parce que dans leur environnement peut-être professionnel ou familial, étaient habitués à des faits de corruption, lorsqu'ils se retrouvent face à la corruption, ne prennent pas assez de gants. Il y a d'autres par contre... Ça devient normal pour eux. Voilà pour eux, donc le côté banal de la chose. Mais il y a d'autres par contre, peut-être les nouveaux députés, certains qui ont évolué aussi dans un environnement religieux, ainsi de suite, sont plus prudents lorsque vous les approchez par rapport à des aspects qui pourraient les rattraper dans le temps. Parce qu'il y a certains qui continuent de parier que leurs actes d'aujourd'hui ne leur causeront pas de dommages demain. Il y a cette éternelle question, chers invités, de l'immunité parlementaire qui revient chaque fois qu'il y a de ces discussions-là et on se dit qu'on est protégé. On a même entendu dire qu'il fallait suspendre la doyenne d'âge qui a fait cette déclaration-là. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Est-ce que le fonctionnement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Aguiadaro, de l'Assemblée nationale ne prête pas à ce jeu-là? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut avoir confiance de ce que les députés peuvent véritablement contrôler l'action du gouvernement si en leur sein, il y a ce problème-là? Non, je crois que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Avoir des hommes forts, c'est d'abord avoir des systèmes forts.
avoir des hommes On nous a toujours dit qu'au exemplaires. Bénin, on n'a pas de problème de système, que c'est les hommes qui Non, font le pouvoir. non, ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est une interaction assez forte. Comme il a dit, c'est un peu systémique. C'est un peu systémique. Ça veut dire que agir sur un palier et négliger l'autre palier, on ne pourra pas avoir les résultats. Quel que soit l'effort qu'on aura fait dans l'éducation à l'intégrité, tant qu'on ne construit pas des systèmes qui réduisent les chances de sortir de l'intégrité, tant qu'on ne construit pas un système qui ne donne pas la caution à tout sauf l'intégrité, tant qu'on ne construit pas un système qui lui-même ne produit pas, ne construit pas. Moi, j'ai tendance à dire parfois que la corruption est une production des systèmes. Ça veut dire qu'il y a des systèmes qui produisent de la corruption, qui inventent la corruption, qui construisent le processus de la corruption. Il y en a qui accompagnent la corruption et il y en a qui freinent la corruption. Sommes-nous devant quel système? Et là-dessus, comme je le disais tantôt, il ne faut pas perdre de vue la continuité entre l'environnement de provenance et l'environnement qui vous accueille au sein de l'institution. Demandez-vous un peu, quand un député rentre au village et qu'il voit devant lui des familles qui viennent s'aligner à la porte pour demander un certain nombre de choses et qu'il remet l'argent, est-ce que les gens se posent la question de savoir d'où vient cet argent-là? Est-ce que l'argent sale constitue de... Non, c'est pour dire quoi? C'est quoi actuellement les figures de réussite? C'est quoi aujourd'hui ce que c'est que réussir dans sa vie? Oui. Alors, quel est le discours qui est construit entre celui qui a une richesse d'intégrité et celui qui a une richesse matérielle? Donc, comment nos sociétés elles-mêmes structurent un petit peu des stratifications sociales au sein de la société, de sorte que, véritablement, pour avoir une certaine assise sociale, pour avoir une certaine crédibilité sociale, on n'est pas malheureusement apporté à surfer sur des contre-valeurs. J'ai tendance à dire souvent que dans nos sociétés, malheureusement aujourd'hui, valeurs et contre-valeurs sont érigées au même titre que des valeurs. Ça veut dire quoi? On n'est pas venu à mettre les contre-valeurs au même rang que les valeurs. Et la crise de repères, la crise de référence étant très poussée et qui rencontre un peu l'aspiration des individus à devenir quelque chose dans la société, donc c'est difficile vraiment de situer les rentabilités. C'est difficile, ça ne dédouane pas. Mais il faut vraiment, c'est pourquoi il dit que si les pratiques corruptogènes continuent de perdurer dans nos sociétés, d'une part, il y a l'approche, il y a la méthode, il y a la porte d'entrée que nous utilisons qui certainement n'est pas la bonne. Deuxième chose, il y a aussi comment on définit vraiment les frontières de ce qui est corruption et de ce qui est connexe à la corruption et de ce qui nous ressemble. C'est vrai, le temps ne nous permet pas de faire ce long débat, mais j'avoue qu'il y a un développement qu'on peut faire qui peut nous emmener à constater qu'on a chargé le concept de corruption. On a surchargé le concept de corruption. Pour l'expliquer très rapidement. Je vous dis, il y a des pratiques, vous savez, quand je pose un acte qui, aux yeux de la loi, est de la corruption, mais à mon intelligence propre, à ma propre physionomie des choses, n'avait rien de corruptive. Donc, c'est un long développement. Donc, c'est un concept, la corruption. On y met un contenu. Parfois, le contenu en lui-même déconfigure un petit peu ce qui est socialement possible. Ça ne veut pas dire que je dédouane la corruption. Donc, je disais tout tantôt que lutter contre la corruption, c'est d'abord cerner les frontières de là où commence un acte de corruption et là où finit, et là où on rentre dans nos convenances sociales. Lutter contre la corruption, c'est avoir des systèmes qui en eux-mêmes ne produisent pas un accompagnement, mais plutôt freinent la corruption. Et après, il ne faut jamais perdre de vue que chacun cherche à avoir un crédit social. Donc, quel est le baromètre aujourd'hui du crédit social? On a l'impression que le crédit social importe peu aujourd'hui. Le problème est là, le drame est réel. Il y a corruption un peu partout avec ce rapport de 2016, l'évaluation du système national d'intégrité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un repère aux plus jeunes pour que véritablement on puisse se dire que l'intégrité est plus importante? Je pense que de façon globale, il faut continuer à sensibiliser. Toujours. Il faut continuer à sensibiliser, mais déjà à la base, il faut mettre en place des Parce que ces personnes-là sont des exemples pour leurs enfants. Oui, bien sûr. Je pense que notre société, comme le sociologue le dit, est en perte de repères. Nous n'avons plus de figures fortes. À part la sensibilisation. Oui, bien sûr. Donc, c'est de mettre en place des mécanismes d'éducation à la base. Je pense qu'il y a ça, mais nous réclamons. Quand on a éduqué à la base et après le système. Oui, bien sûr, bien sûr. Par rapport au système, je pense que l'une des meilleures réponses, c'est l'application effective des lois. Les lois que nous donnons, ça peut dissuader. Dans nos pays, nous négocions trop avec les lois.
Lorsque quelqu'un est en faute sur la voie publique, vous le verrez se rapprocher du policier. Nous indexons tout le temps le policier. Il faut appliquer la loi. C'est-à-dire, dans une société où on négocie avec la loi, je vous le dis en vérité, le développement, par rapport au développement, ce pays est mal parti, comme a pu le dire quelqu'un avant moi. Donc c'est de dire qu'il faut que l'impunité cesse dans notre pays. Aujourd'hui, au Bénin, on ne parle plus forcément de lutte contre la corruption. L'accent est mis sur la lutte contre l'impunité. Et malheureusement, les dirigeants que nous avons ne donnent pas de signaux forts dans ce sens. L'actuel régime, je le dis haut et fort, ne donne pas les meilleurs, ne montre pas des signes rassurants par rapport à la lutte contre la corruption. C'est vraiment dommage parce que le régime de la rupture qui nous dirige aujourd'hui nous avait permis de croire un instant que nous allons rompre avec des pratiques. Dans votre réseau, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, mais nous autres, en tant que réseau des jeunes leaders pour l'intégrité, nous axons nos différentes interventions sur la sensibilisation. Nous adressons beaucoup aux jeunes. Je pense que par différentes actions, nous allons aussi continuer à plaider auprès des gouvernants, parce qu'en définitive, les plus grandes victimes de ce fléau, ce sont les jeunes. Les plus jeunes. Votre mot de la fin, M. Je crois que lutter contre la corruption, c'est vrai, c'est une conviction, mais il faut tout sauf de l'hypocrisie, parce que le peuple qui demande à ce qu'on lutte contre la corruption, c'est encore ce même peuple qui montre des sensibilités sociales. Quand on attaque quelqu'un, on dit « Ah, attention, si on est contre lui, c'est lui, il y a des histoires politiques. » Alors, donc, il faut... Non, je dis clairement là-dessus que l'hypocrisie doit vider les lieux. Tant que l'hypocrisie ne vide pas les lieux, en voulant lutter contre la corruption, on va vous rattraper encore par d'autres considérations. Et pour finir là-dessus, je crois encore une fois que réussir cette lutte contre la corruption, c'est créer des figures. Parce que, vous savez, c'est pas parce que vous êtes le premier fils que vous serez roi. Avant de devenir roi, il y a un certain nombre de choses qu'on fait. On évalue un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il y a un passage où on voit vraiment si vous avez toutes si vous avez tout le profil comportemental pour devenir roi. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir beaucoup de personnes pour être éligibles à l'Assemblée. Donc, il faut que le système soit sélectif sur la base d'un certain nombre de critères. Vous avez bien voulu être journaliste, certainement que si vous n'avez pas de l'intégrité, on ne vous permettra pas de venir sur un studio pour animer une émission. Donc, il faut corser un peu le processus de sélection pour qu'il soit taillé de sorte à produire des figures. Mais lorsque on n'arrive pas vraiment à structurer les parcours, les trajectoires pour devenir ministre, pour devenir député, pour devenir... Aujourd'hui, vous voyez, il ne suffit pas seulement d'avoir un enfant pour être mère. Vous voyez, tous ceux que nous appelons maman aujourd'hui, peut-être ne méritent pas d'être maman. Donc, il faut finir avec des résultats qu'on cherche chez des gens qu'on a construits pour être tout sauf le résultat auquel on s'attend. Merci à vous, chers invités. C'est la fin de notre émission. Je retiens qu'il faut vider l'hypocrisie de nos mœurs, de nos valeurs, de nos comportements. Il faut appliquer les textes de loi en vigueur en matière de lutte contre la corruption, éviter de négocier avec ces textes de loi-là, avoir la volonté politique, produire et être des exemples pour les plus jeunes. C'est le seul gage de lutter véritablement contre la corruption, quel que soit le domaine où sévit ce fléau-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation qui m'a accompagné. Merci surtout à vous, chers internautes, de nous accorder un peu de votre temps. À très bientôt.